Je vais commencer avec vous, Monsieur Di Paola Galloni. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques chiffres, vraiment très brièvement, les chiffres, donc mixité chez Valeo, embauche, femme manager, COMEX, conseil d'administration, voilà, les cinq chiffres clés. Alors, quelques chiffres sur Valeo et la mixité. On a dans les opérateurs, on a un chiffre qui frôle quasiment les 40% de femmes. Donc c'est quand même beaucoup dans le monde, dans nos usines. Pour l'exactitude, c'est un peu plus de 38%. Pour les agents, l'équivalent agents ATAM, de maîtrise, technicien, tout ce qui est travail administratif, il frôle les 30%. Et pour les ingénieurs et cadres, nous sommes à un pourcentage de 20%. Bon. Donc c'est là-dessus qu'il faut... Alors, ça c'est les chiffres du middle management. On va prendre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire l'embauche. Vous embauchez à peu près combien de... Alors l'embauche, on a beaucoup progressé ces dernières années. On a dépassé les 20%. On aimerait pouvoir faire plus, et le top management, nous venons d'intégrer une nouvelle membre du COMEX, ce qui les porte à 2 sur 10. Alors Emmanuel Duez, parlez-nous un peu de cette génération Y, puisque vous êtes seul à la représenter sur cette table ronde. Est-ce qu'il y a encore pour cette génération des problèmes de stéréotypes au niveau des filières justement? Est-ce qu'on constate que les jeunes étudiants sont plutôt sur les filières techniques et les femmes sur d'autres filières? Alors, pour répondre à la première partie de la question, c'est qu'est-ce que c'est que la génération Y? Pour les sociologues, c'est une génération de personnes nées entre 80 et 99, mais c'est un concept, ce concept de génération est assez décrié. Nous, on a plutôt tendance à le caractériser comme étant une culture, donc c'est quelque chose qui touche des gens qui ont aujourd'hui 50 ans également. On rencontre des gens dans le cadre de l'association qui sont très Y dans leur façon de fonctionner, ils sont très fiers de ça en plus. C'est une génération qui se caractérise par un certain nombre d'adjectifs. On parle d'interconnexion, d'individualisme, etc., etc. La plupart du temps, c'est pas très reluisant, puisque nous, on travaille en partenariat avec une quinzaine d'entreprises, et on voit bien que pour le top management, la génération Y, ça veut dire des gens qui sont individualistes au mauvais sens du terme. En fait, nous, on pense que c'est une génération qui, dans un contexte de crise où il est difficile de se projeter dans le futur, a essayé de repositionner l'individu au sens noble du terme, au centre du terrain, ça veut dire l'humain, ça veut dire soi-même, et qui a donc repositionné le débat sur le parcours individuel, et notamment sur la liberté de choix à laquelle aspire un garçon ou une femme qui a 25 ans aujourd'hui. Ça, c'était pour répondre à la première partie de la question. Et la deuxième partie était... Est-ce qu'il y a encore des stéréotypes? Oui, je pense que oui, tout à fait. En travaillant sur le sujet depuis plus de 2 ans, et en travaillant, en étant issu de la génération Y et en bossant avec plus de 5000 étudiants issus de la génération Y, on a constaté qu'il y avait un vrai effet horizontal de génération qui changeait la donne par rapport à ces questions de mixité, notamment du fait de cette aspiration à la liberté de choix qui fait qu'on va être libre de ses choix de vie professionnelle et personnelle, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, mais de manière verticale, il y a des stéréotypes qui sont fortement ancrés au sein des garçons et des filles de notre génération. Et ça, on l'observe parce qu'à 25 ans, on est plein d'idéaux et on se dit qu'on peut sortir d'HEC, être une femme, pas faire d'enfants, travailler 20 heures par jour au BCG, qu'il n'y a pas de problème. Et les hommes, ils se disent, moi, je sors d'une super école et pourtant je ne vais pas aller dans la voie royale, je vais me débarrasser de ce carcan et je vais faire une vie qui me correspond. Et pourtant, à 30 ans, on observe un phénomène de rétro-pédalage où finalement, il y a des vieux schémas qui se sont remis en place. Et notamment des hommes qui vont plus vite que des femmes qui font des choix qui ne sont pas toujours les plus opportuns en termes de carrière. Et ça, c'est évidemment le poids des stéréotypes. Alors François Fatou, vous travaillez donc sur la mixité, notamment sur la mixité en entreprise, et cette année sur l'implication des hommes. Est-ce que vous pensez qu'il est suffisant de faire un réseau de femmes pour attirer notamment les jeunes femmes chez Valeo? Je pense qu'il y a plusieurs questions. Une des questions, c'est aussi comment intéresser finalement les nouvelles générations
au fait qu'elle puisse intégrer des grandes entreprises. Et en écoutant Emmanuel, on a vraiment l'impression que l'aspiration, c'est de pouvoir d'aller dans des PME, dans les nouvelles technologies, et que nos grands groupes ne sont plus en capacité d'attirer des jeunes talents, puisqu'on parlait d'individualisme, et finalement le fait de se sentir piégé, contraint par les grandes structures, les grandes organisations. Bon. Et ça, c'est peut-être une réflexion que nous devons avoir dans les grandes entreprises. Je dis ça parce qu'au sein de l'ORS, on a quand même plutôt des grandes entreprises, publiques ou privées, et qu'on va plutôt parler de suicide professionnel, de risques psychosociaux, de pénibilité, etc., que d'épanouissement. Donc il faut intégrer, et je pense très clairement qu'on peut s'épanouir dans une grande entreprise, mais encore faut-il le démontrer, en apporter aussi la démonstration, et quand même s'attaquer à la réalité de ces questions-là. Et donc le fait d'avoir des ambassadeurs, le fait d'intervenir dans un ensemble de lieux, je pense, peut contribuer à ce type d'avancée. Il y a quand même une Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Alors, il y a quand même une réalité qu'on n'a pas évoquée. Elle parlait des stéréotypes verticaux. Il y a quand même les stéréotypes horizontaux, à savoir que nous n'avançons pas, ou nous avons encore beaucoup de mal à avancer sur une réelle mixité des métiers. Quand nous regardons, je dirais, les cursus de formation, les sorties dans les écoles techniques, dans les CAP, on est encore sur des métiers très sexués et les évolutions se font quasiment à la marge sur un ensemble de métiers, voire même il peut y avoir des reculs, je pense aux informaticiens, où là, ces dernières années, on forme davantage d'hommes informaticiens que de femmes. Donc là, c'est toute la représentation sociale que nous pouvons avoir de ces métiers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller dès la maternelle? Effectivement, et là, c'est de la responsabilité de l'ensemble des acteurs. Je pense que les entreprises et des réseaux comme interindustriels, enfin, ou d'autres, cherchent justement à intéresser les filles sur les métiers masculins. N'oublions pas qu'il faut aussi faire en sorte que les garçons puissent être autorisés à aller sur des métiers féminins. C'est bien qu'une fille fasse une grande école, c'est aussi bien qu'un garçon puisse choisir de travailler en crèche. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il paraît quasiment impensable, interdit dans les normes sociales, qu'un homme puisse travailler en crèche. Je rappelle que c'est 1,2% d'hommes dans les crèches. Et cette difficulté, nous la voyons même dans les entreprises, où vous avez de plus en plus de fonctions qui sont féminisées, voire qui deviennent très féminisées, le commercial, la vente, les achats, les ressources humaines, la communication, et des métiers qui restent masculinisés. Et si je dis ça, c'est que nous savons aussi que pour accéder au poste de pouvoir dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle les parois de verre, il vaut mieux avoir été directeur d'exploitation que DRH ou directeur de la communication. Voilà, donc il y a aussi cette réalité qu'il faut intégrer, et là, c'est aussi de notre rôle d'interpeller finalement l'ensemble des acteurs et les pouvoirs publics sur le fait que dès la maternelle, au collège, on puisse avoir des actions qui amènent finalement à ce qu'il n'y ait pas de tabou dans le choix des métiers. Emmanuel Duès, pour terminer, est-ce que vous pouvez assurer qu'en période de charrette, vous êtes 100% investi et qu'il faut tordre le cou au fait que les générations Y ont un poil dans la main? Ah oui, alors ça, je pense que c'est une énorme erreur de penser ça. Et c'est révélateur d'une grande incompréhension qu'il y a entre les générations. Et ça sera peut-être ça le challenge de demain, ça sera plus homme-femme, mais ça sera entre les différentes générations. Il y a beaucoup de sociologues qui pensent ça. La génération Y n'est pas une génération fainéante, loin de là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une génération qui est en quête de sens. À partir du moment où elle en trouve, c'est une génération qui est engagée. Et à titre d'exemple, je vais prendre mon association parce que je peux parler que de ça. Au sein de l'association, on est tous, garçons et filles, tous issus de grandes écoles ou pas, d'ailleurs, tous en apprentissage ou jeunes diplômés, et on consacre environ 20 heures par semaine, en plus de nos boulots respectifs, parce qu'on est absolument convaincus que cette génération Y, elle est moins la génération du Y que la génération du How, c'est-à-dire apporter des propositions main dans la main avec les entreprises. Et ça, si ce n'est pas un signe d'engagement, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois.